Bonjour, tu souhaites rejoindre la Croix-Rouge, mais tu n'as pas encore une idée précise de l'activité dans laquelle tu veux t'engager et qui va te plaire. Nous allons t'aider à y voir plus clair. Nous allons te proposer les 5 grandes familles de volontariat à la Croix-Rouge. Ce sont des membres eux-mêmes impliqués dans ces activités qui vont te les présenter. Avec Rosa, tu verras comment il est possible d'accompagner les personnes en rue. Avec Nadège, tu verras le fonctionnement d'une boutique solidaire. Avec Maxime, tu sauras qu'il est possible de porter secours sur les événements. Florence te donnera peut-être envie de devenir animateur ou animatrice premier secours. Avec Arthur, tu verras qu'il est tout à fait possible de gérer et d'être responsable d'une entité locale. Enfin, Lucas te partagera son activité qui vise à renforcer l'intégration des personnes migrantes dans leur environnement. C'est parti! Accompagner les personnes vulnérables, c'est visiter les personnes isolées. C'est accompagner les enfants en visite carcérale, c'est distribuer une aide alimentaire, c'est louer du matériel paramédical, c'est aussi faire partie des tournées auprès des personnes en rue. Zoom sur cette dernière activité. Alors, les tournées auprès des personnes sans abri, ça s'inscrit dans la lutte contre l'isolement. Il convient d'être là pour les sans-abri et de les écouter, de créer des liens avec eux et de maintenir ces liens. Il convient également de leur distribuer, au fait, des kits alimentaires, des kits d'hygiène, des produits de première nécessité. Voilà, nous sommes vraiment là pour les accompagner dans leur quotidien, dans les démarches, quand bien même si la Croix-Rouge ne peut pas le faire, on les dirige vers des partenaires, des services partenaires avec qui nous travaillons et qui sont là pour répondre à leurs besoins et éventuellement les accompagner dans des structures qui reconnaissent leurs droits. Alors, ce volontariat m'apporte énormément parce que ça satisfait un besoin que j'avais depuis toujours. Des sans-abri, on en voit quasi tous les jours et on ressent en fait leur détresse quand on les voit, mais malheureusement, on ne sait pas systématiquement comment aller vers eux. On ne sait pas en fait comment leur proposer notre aide parce qu'on sait tout simplement pas quelle attitude avoir. Alors, j'ai juste envie de dire qu'ils ressentent la faim, la soif et l'insécurité autant que nous, on peut également la ressentir et le fait de rester inactive me peinait énormément. Et quand j'ai entendu parler de ce volontariat, ça me paraissait voilà, une évidence parce que ça me donnait enfin les moyens et les outils nécessaires afin de pouvoir les venir en aide. Bah, tout à fait, je pense comme tout type d'activité, il faut avoir un minimum d'aptitudes. Mais elle dit, j'ai juste envie de dire que ces aptitudes sont vraiment à la portée de tous. Il faut être un minimum à l'écoute et avoir le sens de l'accueil et faire énormément preuve d'empathie et beaucoup de discrétion. Alors, généralement, j'essaye de m'inscrire à ce type de volontariat 1 à 2 fois par semaine parce qu'il convient de dire que c'est aussi hyper important de pouvoir trouver un équilibre entre vie privée et le volontariat. Mais bon, ceci dit, quand je m'inscris au planning, parce qu'il est nécessaire de s'inscrire à un planning, voilà, je respecte mon engagement parce qu'il est excessivement important de respecter son engagement parce qu'une fois qu'on s'est inscrit, l'équipe est constituée et l'équipe doit être au complet. Et il faut être un minimum ponctuel parce qu'on part à des heures assez fixes. Alors, on y est préparé par la Croix-Rouge. Déjà, avant de rejoindre le terrain, on reçoit des formations de la Croix-Rouge, des formations sur l'accueil et l'écoute et des formations spécifiques à ce type de volontariat. La Croix-Rouge accompagne énormément, que ce soit avant les formations ou du moins avant d'aller rejoindre le terrain ou bien sur le terrain. Nous recevons également une assurance de la Croix-Rouge, des tenues et les frais de défraiement sont aussi assurés par la Croix-Rouge. Alors, nous sommes très, très bien accompagnés. Et nous avons également des groupes de parole parce que c'est pas toujours facile de faire du terrain les premiers jours. C'est riche en émotions et je pense qu'il est important de pouvoir justement parler librement de nos ressentis et justement ces groupes de parole sont faits pour ça. Être volontaire secours, c'est faire du transport urgent ou non urgent de patients. C'est aussi accompagner les personnes en situation de crise ou en détresse suite à un événement critique. C'est aussi porter secours sur les événements. Détaillons cette activité.
Donc, durant toute l'interview, je vais vous parler du DMP. Alors, le DMP, c'est l'appellation que nous donnons aux événements auxquels nous participons et donc sur lesquels la Croix-Rouge mobilise des secouristes avec la présence d'un poste de soins ou même d'un poste médical d'urgence où vous retrouverez un infirmier urgentiste et un médecin urgentiste au minimum. Alors, moi, je suis plus spécifiquement ambulancier volontaire en aide médicale urgente. Alors, bien sûr, j'assure des gardes en ambulance 112 sur la ville de Namur, en routinier. Mais à côté de cela, j'ai l'occasion de participer à des DMP, donc à des événements très diversifiés auxquels participe la Croix-Rouge. Alors, ça peut être des festivals comme les Ardentes à Liège, le Dour Festival sur la région de Mons. Ça peut aussi être des événements sportifs tels que des matchs de football ou des marathons ou d'autres festivités telles que les fêtes de Wallonie à Namur. Et dans ce cadre-là, grâce aux compétences que j'ai acquises en tant qu'ambulancier, je vais pouvoir intervenir sur le terrain pour porter secours aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de blessures, d'intoxication par exemple éthylique. Je peux également prendre des paramètres tels que la tension, le taux en oxygène, le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est une première mission. Alors, une deuxième mission que je peux avoir sur le terrain, c'est de rapatrier les patients d'un point A vers notre poste médical d'urgence qui est composé en général de médecins urgentistes, d'infirmiers urgentistes qui vont pouvoir prendre en charge le patient de la manière la plus complète possible qu'il soit. Et alors, si cela s'avère nécessaire, je pourrais éventuellement transférer le patient de notre poste médical d'urgence sur le lieu de l'événement vers un service d'urgence hospitalier dans la région si la pathologie du patient nécessite une prise en charge plus technique, telle que par exemple une suspicion de fracture ou autre. Alors, j'ai décidé de devenir volontaire à la Croix-Rouge et plus spécifiquement ambulancier volontaire, car j'avais un certain attrait, j'ai même envie de dire un grand attrait, pour la filière médicale. Alors, dans le cadre de mon travail personnel, moi, je suis scientifique, j'analyse un grand nombre de données. Voilà, c'est plutôt un travail bureautique. Et j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus manuel, de pouvoir agir sur le terrain. Je suis aussi plutôt quelqu'un de calme dans la vie de tous les jours et donc c'est vrai que ce volontariat m'apporte une petite dose d'adrénaline dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Et puis évidemment, ce sont de nombreuses rencontres avec les patients, mais aussi avec les collègues qui ont aussi des profils très diversifiés, donc c'est vraiment très enrichissant. On est aussi amené à collaborer avec d'autres disciplines que la Croix-Rouge, telles que la police, les pompiers, les médecins, les infirmiers. Et donc, c'est une source d'apprentissage pour nous en tant que volontaires. On apprend tous les jours sur le terrain. Et puis, je pense aussi que ça m'apporte énormément au niveau privé, dans le sens où la Croix-Rouge est une grande famille où nous ne posons pas que des actes techniques, mais nous passons aussi des moments très agréables. Alors, effectivement, il y a un temps pour tout, un temps pour passer de bons moments, un temps pour agir en tant que professionnel, mais il est certain que ça m'apporte aussi énormément au niveau privé. Alors, je dirais que le secouriste se doit d'être un minimum curieux, mais une curiosité bienveillante. Je pense que ça l'aidera à progresser, à apprendre toujours plus, donc ça l'aidera dans son apprentissage. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'un minimum de dévouement, de motivation, puisqu'après tout, le secouriste va mettre une partie de son temps libre à profit pour la Croix-Rouge, mais en l'occurrence, il le fera avec beaucoup de plaisir. Je dirais aussi qu'il doit faire preuve d'un minimum de discrétion, puisque parfois, dans certaines situations, euh, il va, il va devoir traiter des informations qui sont personnelles au patient, qui relèvent du secret médical, et donc il ne peut pas les disperser autour de lui. Euh,
Une dose de sociabilité sera également appréciée puisque nous sommes amenés à travailler ensemble, parfois avec beaucoup de personnel. Et puis, je pense que c'est aussi bien plus agréable pour le patient de sentir une certaine confiance vis-à-vis du professionnel qui le prend en charge. Et puis, je terminerai par la nécessité aussi de faire preuve d'humanité et de respect, à nouveau vis-à-vis du patient, mais aussi vis-à-vis de ses collègues, puisque nous sommes tous différents. Et je pense qu'il est très, très important de pouvoir respecter les différences de chacun. Et alors, quelque chose que j'ai oublié de citer, qui peut être important de manière générale, c'est également de présenter une certaine condition physique, puisque parfois nous assurons des événements pendant plus de 12 heures et nous sommes amenés à progresser sur le terrain à la marche, ce qui nécessite quand même de pouvoir maintenir le rythme. Il est également nécessaire de pouvoir résister au stress. Alors, nous ne sommes pas en permanence soumis au stress, mais nous pouvons parfois être confrontés à certaines situations qui demandera de pouvoir garder son calme parce que nous serons parfois face à un patient qui, lui, ne parviendra pas à garder son calme. Il est bien sûr du ressort du professionnel de la santé de pouvoir garder son calme face à une situation de stress. Alors, je dirais que je suis un secouriste ambulancier qui essaye de faire le plus possible en regard de sa vie privée et de sa vie professionnelle. Et j'arrive tout à fait à concilier tout cela. Donc, en général, il est demandé de prester en moyenne sur une année une garde par mois. Il faut toutefois savoir que nous avons une période de rush à la Croix-Rouge qui s'étend généralement du printemps jusqu'à la fin de l'été. C'est effectivement durant cette période-là que l'on retrouve la plus grande concentration d'événements de DMP, avec une période plus calme durant l'hiver. Donc, c'est une période où il y a aussi des événements assurés, mais je dirais que nos plus gros événements se déroulent vraiment sur la période estivale. Et donc, je concentre en général mon volontariat sur les événements durant cette période estivale, avec parfois 2-3 DMP assurés par mois. Mais en contrepartie, j'en fais effectivement moins durant l'hiver et ça ne pose aucun problème pour mon centre de secours. Alors moi, en tant qu'ambulancier en aide médicale urgente, j'ai directement eu accès à la formation donnée par l'école provinciale de la province dans laquelle j'habite. Et donc là, on m'apprend à prendre en charge un patient moins critique, tout comme le patient plus critique. Donc j'ai un cadre de compétences qui est bien défini légalement, qui va donc me permettre de poser des soins très banals tels que le pansement d'une petite plaie, mais je peux aussi prendre en charge des pathologies plus complexes telles que l'arrêt cardiaque ou la détresse respiratoire aiguë. Maintenant, un volontaire qui intégrerait la Croix-Rouge sans aucun bagage serait amené à suivre un parcours de formation qui lui donnera des compétences de plus en plus pointues. Et donc, il pourra commencer à devenir secouriste événementiel. Ensuite, il pourra évoluer en devenant VIR. Donc, le VIR est un secouriste qui va plutôt être sollicité sur des événements de grande ampleur, tels que des catastrophes naturelles, des tempêtes, des inondations ou des incendies au sein d'immeubles avec de nombreux logements. Et puis, il peut également devenir par la suite ambulancier en transport non urgent. Donc là, c'est par exemple le transfert d'une personne âgée d'un hôpital vers la maison de retraite après avoir reçu les soins adéquats. Et puis, il pourra enfin devenir, en général, c'est le Graal du secouriste, devenir ambulancier en aide médicale urgente. Et donc, l'ambulancier en aide médicale urgente, lui, va réaliser des gardes au sein de l'ambulance 112. Donc, nous avons plusieurs départs au sein de la Wallonie, sous mobilisation de la centrale d'urgence 112. Et donc là, il peut effectivement traiter des pathologies très aiguës avec l'accompagnement, dans certains cas, d'un infirmier urgentiste et d'un médecin urgentiste dans le cadre donc d'interventions extra-hospitalières.
Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au sein de la Croix-Rouge, euh, il nous a prêté une tenue, hein. Donc, nous avons notre propre tenue que nous devons avoir sur nous au sein de chaque DMP. C'est une tenue à l'image de la Croix-Rouge et il vous sera demandé de la porter, bien évidemment, lorsque vous prestez une garde pour la Croix-Rouge. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes défrayés tout au long de l'événement presté. Qu'est-ce qu'un défraiement? C'est un dédommagement financier qui vous permettra de percevoir une petite somme d'argent pour chaque heure prestée et vos kilomètres parcourus seront également défrayés, donc entre votre lieu d'habitation et le lieu de prise en charge par le véhicule de la Croix-Rouge. Au niveau des assurances, vous pouvez également bénéficier d'une assurance auprès de la Croix-Rouge qui assurerait tout dommage ou toute blessure subie durant la prestation d'un événement sous la couverture de la Croix-Rouge. Il y a plusieurs fonctions qui permettent de transmettre un savoir. Animateur jeunesse, animateur éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire, animateur sensibilisation à l'asile et à la migration, et aussi animateur premier secours. Voyons cette dernière activité. Oui, alors en fait, à travers différents modules, j'apprends à des personnes, que ce soit une personne plus jeune ou plus âgée, à acquérir les bons réflexes qui feront d'elle le maillon essentiel de la chaîne de secours. En fait, un peu le premier maillon de cette chaîne. Et donc, leur transmet tous les réflexes à avoir pour agir en cas de nécessité. Et donc, par exemple, comment faire si quelqu'un se brûle, comment faire face à un bébé ou à un jeune enfant qui s'étouffe, comment on utilise un défibrillateur. Et effectivement, au-delà de toute cette transmission de savoir, il y a aussi un petit peu de suivi administratif à faire. Eh bien, je pense, oui. En tout cas, pour moi, je pense qu'il est fait pour moi. J'adore en fait le contact avec le public. J'adore le fait de pouvoir enseigner à différentes tranches d'âge. J'adore le fait de pouvoir partager surtout et surtout partager des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur et qui pour moi vont faire en sorte qu'on va pouvoir donner la possibilité à des gens de devenir les futurs héros du quotidien en fait. Alors oui, pour moi, je pense que c'est la base. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est de pouvoir avoir ce goût d'animer, ce goût de transmettre en fait le savoir à d'autres personnes parce qu'il faut quand même être à l'aise avec le public, il faut avoir des chouettes capacités relationnelles, il faut aimer parler en public et à différents types de publics. Donc oui, ça, je pense que c'est assez important et surtout qu'en plus, les formations en premier secours comprennent des mises en situation. Donc, il faut aussi aimer un petit peu jouer des petits jeux de rôle. Donc, voilà, être assez pédagogue, c'est une chose importante. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait d'avoir des bonnes conditions physiques parce qu'en fait, on va transporter quand même pas mal de matériel aussi, par exemple, pour les mises en situation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, il faut quand même avoir une bonne condition physique et il faut être titulaire du brevet européen de premier secours et du brevet de secouriste. Et parce qu'effectivement, c'est quand même normal d'avoir les bonnes connaissances de ce qu'on va transmettre aux autres. Alors, je dirais de ne pas avoir peur parce qu'on est vraiment bien accompagné par la Croix-Rouge. En fait, on va avoir déjà une formation de 30 heures qui nous est proposée. Et ensuite, il y a une formation de 10 jours qui est également proposée pour apprendre tous les gestes techniques de secourisme. Donc, ça permet vraiment de pouvoir être à l'aise, de pouvoir avoir toutes ces compétences pédagogiques. Et au-delà de ça, il y a une formation continue qui est proposée chaque année pour pouvoir être tenu à jour et poursuivre notre volontariat en toute aisance.
Alors oui, on s'engage à donner au minimum 2 formations par an et à également suivre un recyclage. Alors qu'est-ce qu'on entend par recyclage? C'est que s'il y a des adaptations qui sont faites à des formations ou autres, et il faut quand même le suivre pour être tenu à jour en fait. Et aussi, petite chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on est animateur premier secours, la Croix-Rouge nous transmet une tenue Croix-Rouge. On est également couvert par une assurance et on a un défraiement qui nous est octroyé. Il y a plusieurs formes de boutiques solidaires à la Croix-Rouge. Tout d'abord, les épiceries sociales. Elles accueillent les personnes vulnérables envoyées par les CPAS et leur permettent d'accéder à des produits, à de la nourriture à 50% du prix pratiqué dans les grandes surfaces. Il y a aussi les boutiques solidaires qui permettent d'acheter des vêtements, du matériel de puériculture, des livres, de la brocante, des meubles, de la vaisselle. On fait le focus sur une vestiboutique. Mon rôle est très varié, donc c'est préparer les vêtements, les trier, les installer donc dans la boutique. On s'occupe aussi de la vitrine, donc décorer la vitrine, et puis accueillir les clients, les conseiller par rapport à leurs besoins, tenir parfois la caisse aussi, donc oui, c'est très varié. Ah, ça m'apporte beaucoup de choses. Je rencontre des gens vraiment très intéressants. Donc déjà, il y a les collègues, la responsable de la boutique sur laquelle on peut compter. Et puis, on rencontre les bénéficiaires, les clients. En même temps, se dire que grâce à notre action, voilà, on peut réaliser des ventes et que les résultats vont aller donc à la Croix-Rouge afin de, je veux dire, aider les personnes les plus vulnérables. C'est vraiment une grande motivation. Donc, ça me plaît beaucoup. Non, pas spécialement, parce qu'il y a quand même des formations et l'encadrement donc des responsables. Donc, ce n'est pas une obligation. Par contre, il faut aimer la vente, il faut aimer les vêtements, il faut adhérer à l'économie circulaire. Ça, c'est important d'aimer ce principe de la seconde main. Et il faut aussi quand même être méticuleux comme on tient la caisse. Ça, c'est important aussi, avoir de la rigueur. Et il faut se tenir aussi aux horaires. Donc, ça, c'est important. Mais il ne faut pas spécialement avoir une expérience dans la vente. On nous demande d'être là 1 à 2 fois par semaine, donc on a un planning. Ce qui est important, c'est de respecter ses engagements. Donc si par exemple on dit qu'on vient tous les mardis après-midi, on se tient à l'horaire du mardi après-midi. Et parfois on nous demande de venir un peu plus en fonction de nos disponibilités, mais tout ça se fait en équipe. Alors au niveau de la tenue, oui, ce qui est très chouette, c'est qu'on reçoit une tenue donc quand on commence, et on reçoit aussi des formations diverses donc pour nous aider dans ce rôle donc de tenir une boutique solidaire. Voilà, on a des frais de défraiement, on a des formations, une tenue, donc on est vraiment bien encadré par la Croix-Rouge. Et franchement, je recommande ce type de volontariat à toute personne dynamique qui aime voilà, bouger, parce que on n'est pas statique. Et on trouve aussi on voit des chouettes vêtements. Ça nous permet parfois de revenir en tant que client et d'acheter aussi des chouettes vêtements. Donc, franchement, je recommande vraiment beaucoup ce type de volontariat. La gestion d'une entité locale est assurée par un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un président. Voyons son rôle dans le détail. Donc avec mon équipe, donc que ce soit les responsables d'activité et les autres membres du comité, on coordonne et on développe les activités de la section à Saint-Gilles. Donc à Saint-Gilles, c'est une commune où on a beaucoup d'actions sociales, notamment des maraudes, la distribution de colis alimentaires. On fait également une vestiboutique, un bar à soupe. On donne des formations et on assiste à certains événements avec notre équipe de premier secours. On a donc vraiment une présence globale sur la commune. Alors, ce qui est super chouette, c'est le contact qu'on a autant avec les bénévoles qu'avec les bénéficiaires. Du côté des bénévoles, on a vraiment des gens qui viennent de tous horizons, de tous les âges, et c'est extrêmement intéressant et épanouissant de travailler avec eux. Du côté des bénéficiaires également, car ce n'est pas parce qu'on est mandataire qu'on n'a pas la possibilité d'être en contact avec eux. On peut tout aussi bien encore participer aux activités, ce qui nous permet de nouveau d'être sur le terrain et d'avoir un contact avec eux.
Je pense qu'il faut un bon sens de l'organisation, la coordination aussi et de la gestion d'équipe. Il faut pouvoir écouter et être quand même assez rigoureux. Maintenant, c'est toutes des qualités qui se développent au fur et à mesure du mandat. On apprend beaucoup et c'est pour ça que c'est très intéressant également. Je dirais que pour le mandat de président, il faut compter entre 2 à 3 heures semaine. Maintenant, bien sûr, ça dépend d'une semaine à l'autre. Parfois, il y a un peu plus de travail, parfois un peu moins. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit précédemment, on peut continuer à aller dans les activités qu'on aime. Dans mon cas, par exemple, je continue à aller en maraude de temps en temps et c'est plus qu'agréable. Oui, alors on n'est pas laissé à l'abandon, ce qui est chouette. Donc on a déjà pas mal de support de la part de la Croix-Rouge de Bruxelles et des employés qui y travaillent. On a notamment aussi accès à pas mal de formations et d'aide dans la prise de fonction. Et bien sûr, au-delà de ça, on a des défraiements, une assurance, une tenue. Accompagner les personnes migrantes, c'est animer des loisirs, c'est les aider dans leurs tâches quotidiennes, c'est les aider à accomplir des formalités, comme une visite médicale, des formalités administratives. C'est aussi accompagner les plus jeunes dans leur scolarité. Focus sur cette activité. Donc moi je suis volontaire au niveau de ce qu'on appelle le soutien scolaire, donc c'est-à-dire que j'accompagne vraiment des enfants, des adolescents, même parfois aussi des familles plus jeunes ou plus âgées à faire leurs devoirs, à apprendre leurs leçons. C'est sûr que quand on arrive dans un pays où sa langue natale n'est pas le français, c'est pas toujours évident. Pouvoir se balader, pouvoir s'exprimer, pouvoir comprendre ce qu'on leur explique, c'est pas non plus aussi évident que quand nous on est allé à l'école. Et donc moi je les accompagne vraiment dans leur apprentissage linguistique pour pouvoir aussi devenir un acteur demain quand ils devront quitter le centre d'accueil vers une autre vie, une nouvelle vie. En tout cas, c'est vraiment ce que je leur souhaite. J'accompagne aussi via plutôt alors des tables de conversation un public un peu plus âgé qui viennent du coup d'arriver, qui espèrent pouvoir du coup apprendre le français. Et donc on essaye de faire ça de façon assez régulière, au moins une fois par semaine. Je pense que c'est une richesse, c'est des échanges. Finalement, un volontariat, c'est quand même plein de choses. Une chose qui est quand même particulière et qui au début m'a peut-être surpris, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'ici, en fait, on est chez eux. C'est plutôt un petit peu nous qui habitons les lieux avec eux, mais in fine, c'est eux qui passent la plupart de leur temps ici dans leur maison. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder à l'esprit et ça me motive d'autant plus de me dire, moi, quand j'arriverai dans un pays, si à un moment donné je suis forcé de quitter ce dernier, j'aimerais aussi pouvoir me sentir accueilli. Et donc je pense que c'est vraiment une de mes motivations, c'est de me dire, je les accompagne pour qu'ils puissent se sentir aussi bien dans leur nouveau chez eux. Mais comme je vous disais, hein, on habite chez eux, et donc je pense que c'est aussi important de garder à l'esprit, de se dire que on est parfois de cultures différentes et c'est aussi de pouvoir l'entendre, on doit être à l'écoute et aussi dans tout accompagnement social, vraiment faire preuve d'empathie et de discrétion. Je pense que c'est vraiment deux maîtres d'ordre qui ont leur place au sein d'un centre d'accueil. Vu qu'on est dans un centre d'accueil, il y a aussi tout ce qui touche à la thématique de la migration et donc c'est quand même aussi important d'être un petit peu au courant de ce qui se passe. Surtout avec l'actualité qui peut avoir du coup des répercussions dans des nouvelles que les habitants peuvent avoir, dans des contacts perdus avec leur famille. Et donc c'est aussi pouvoir être au courant de ce qui se passe à travers le monde pour pouvoir aussi les accompagner au mieux. Alors, il y a plusieurs critères. Je dirais le premier, ça dépend de où on se situe dans l'année. Si on est en période scolaire ou pas, en tout cas, c'est toujours selon mes disponibilités. Donc, ça peut arriver que certaines semaines, je vais y aller 2 fois, d'autres non. Mais le plus important, c'est de toujours pouvoir les informer. Donc, j'essaie vraiment qu'ils soient au courant de quand est-ce que je viens, quand est-ce que je ne viens pas, puisque c'est un petit peu un engagement qui va des deux côtés. Moi, je m'engage d'être présent et eux s'engagent d'être présents, tout en étant un maximum ponctuel.
Oui, j'ai eu l'occasion de suivre différentes formations qui m'ont permis de mieux comprendre la thématique de la migration. Donc, il y a une journée de formation qui est organisée pour un petit peu mieux cerner c'est quoi le statut de réfugié, la protection subsidiaire, c'est qui les personnes qu'on accueille. Et il y a eu aussi un module de 3 heures qui a été mis en place par la Croix-Rouge pour mieux comprendre la Croix-Rouge dans sa globalité avec ses différentes missions. Nous espérons que ces différents types de volontariat ont pu t'inspirer, mais sache que notre offre est beaucoup plus large et qu'il existe d'autres manières de devenir bénévole à la Croix-Rouge. Accompagnement informatique, gestion des bâtiments et autres. Tu es intéressé? Remplis le formulaire pour être contacté ou consulte les offres de ta province.